Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Dans ma famille, depuis quelques années, on a un club de lecture. Pour avoir l'air un peu plus cool, entre nous, on l'appelle le Book Club. Mon frère, ma sœur, ma maman et moi, on se met d'accord sur un livre à lire et ensuite, on se retrouve pour en discuter ensemble. Alors moi, j'ai un gros avantage, c'est que les invités de Chaleur Humaine me proposent toujours des idées de bouquins et donc j'ai l'air super malin sans trop travailler. Ne le dites pas à ma famille, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'il y a quelques mois, on s'est retrouvé à suivre le conseil de l'économiste Timothée Paré, qui avait été invité ici pour parler de la décroissance. Il parlait dans ce podcast d'un livre qui s'appelle « Paresse pour tous », écrit par Adrien Klent. Il imagine la campagne pour la présidentielle d'un prix Nobel d'économie qui défend la semaine de 15 heures, avec 3 heures de travail par jour pour tout le monde. C'est un livre assez jouissif à lire, une version contemporaine du droit à la paresse de Paul Lafargue, mais qui n'est pas compris par tout le monde de la même manière. Ma sœur, par exemple, était enchantée par l'idée de ne travailler que 3 heures par jour, et y voyait un potentiel libérateur assez fou. Mais ma mère, qui s'imagine pas trop inactive, elle a vu dans ce plaidoyer pour la paresse une idée un peu choquante, quasiment une entrave à la liberté de travailler autant qu'on veut, quand on veut et où on veut. Moi, ça m'a forcément fait réfléchir, parce que ça m'a mis face à mes contradictions. Évidemment, j'adore mon travail, mais un jour sur deux, je fantasme une flânerie sans but que je ne trouve jamais l'occasion de déployer. Ça m'a aussi fait penser à un épisode précédent de Chaleur Humaine, avec l'ancienne ministre Delphine Batho, qui est désormais députée écologiste. Elle disait que si elle arrivait au pouvoir demain, sa première mesure pour le climat, ça serait de réduire le temps de travail, pour amorcer une baisse de la production et donc des émissions de gaz à effet de serre. Mais là, plein d'auditeurs de Chaleur Humaine m'ont écrit pour me dire qu'ils trouvaient que c'était pas si évident cette affaire. Et pour me dire que la réduction du temps de travail, elle a pu avoir lieu grâce à des gains de productivité, grâce à notre consommation d'énergie fossile, grâce au pétrole, grâce au gaz au charbon. Autrement dit, pour se débarrasser des énergies fossiles, il va probablement falloir travailler plus, et non pas moins. Est-ce que réduire le temps de travail a un impact positif sur le climat et la biodiversité ? Est-ce que cette libération du temps ne risque pas d'entraîner plus de transport, plus de consommation ? Et comment faire pour avoir ce débat d'une manière sereine et constructive ? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine, le premier de cette nouvelle saison. Céline Marty est philosophe, spécialiste de la question du travail, autrice de « Travailler moins pour vivre mieux » aux éditions Duno. Et pour enregistrer cet épisode, elle a accepté de travailler un peu plus tôt, un vendredi matin. Bonjour Céline Marty. Bonjour. Alors si on commence par le début, c'est quoi en fait le rapport entre le travail et les émissions de gaz à effet de serre ? Pourquoi il y a cette idée que ça a un impact sur notre trajectoire carbone ? Alors, tout travail, toute activité de production consomme nécessairement des ressources et engendre des déchets, des pollutions et engendre des effets sur les humains qui travaillent aussi. Donc, toute activité de production a des impacts, aussi bien en termes de ressources consommées que sur les travailleurs et travailleuses. Ça, c'est sur le plan physique, sur le plan de ce que le bioéconomiste Nicolas Georgescu-Roegen pointait en disant il faut penser la matérialité de la production, la matérialité des flux. Ensuite, aujourd'hui, au sein de la société salariale, le travail renvoie notamment, mais pas que, à l'emploi, à toute l'organisation sociale de la protection sociale, à nos contrats de travail, et donc l'emploi est l'activité par laquelle on redistribue les ressources économiques, des droits sociaux, et on est contraint dans notre société salariale d'avoir un emploi pour s'insérer dans cette protection sociale-là. Et donc, l'emploi est l'activité qui occupe une grande partie de la population, à laquelle on dédie une grande partie de nos journées. Et en ce sens, ça a forcément des conséquences sur nos modes de vie, nos conditions de vie, sur les transports qu'on prend, sur nos loisirs, sur nos articulations vie professionnelle, vie personnelle. Et donc, ce grand chantier, c'est aussi parce que l'emploi est structurant de notre société. Oui, c'est-à-dire dans l'idée que de toute façon, dans la transition écologique, comme ça remet en question beaucoup de fonctionnement de la société, beaucoup de l'organisation de la société, comme le travail et l'emploi sont au cœur de notre manière de vivre ensemble, en fait, ça veut dire qu'il faut interroger ça. Mais est-ce que pour autant on sait si le fait de travailler moins, ça a un impact sur les conséquences environnementales, climatiques de notre manière de travailler ?
Alors, sur le plan physique, c'est sûr que réduire la production, réduire ce qu'on produit, ça a forcément des conséquences sur le plan environnemental. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de travailler moins, on ne dit pas forcément réduire la production. Parfois, on parle de réduire le temps de travail, mais pour engendrer des gains de productivité. Donc là, l'effet positif de la réduction de la production, il est masqué en disant on va travailler moins, mais on va être beaucoup plus efficace. Pardon, mais juste pour expliquer, qu'est-ce que ça veut dire on travaille moins, mais on augmente la productivité? Par exemple, quand on présente la semaine de 4 jours ou une réduction hebdomadaire du temps de travail ou annuelle, on va pouvoir dire que cette réduction du temps de travail, elle a pour effet que les travailleurs sont plus efficaces, qui font plus de choses en moins de temps. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas les effets positifs de la réduction de la production. Enfin, on pourrait penser que, par exemple, si les gens travaillent sur 4 jours, ils ne vont pas prendre leur voiture le 5e jour pour aller travailler. Donc ça, c'est des émissions de gaz à effet de serre en moins, juste parce que on réduit les transports. Exactement. Ça, c'est sur les conditions de travail, mais finalement, sur ce qui est produit à la fin, les conséquences environnementales de la production ne changent pas. Par contre, ce qui change, c'est les conséquences environnementales des conditions de travail. Mais est-ce qu'il y a des exemples de moments, par exemple, dans l'histoire ou de lieux géographiques où la réduction du temps de travail a eu un impact sur les émissions de gaz à effet de serre ou a eu un impact environnemental? Un des cas historiques dont on peut parler, c'est le moment du choc pétrolier qui a engendré des pratiques de rationnement de l'énergie en Angleterre et aux Pays-Bas. Et ça a eu pour conséquence que les gouvernements ont demandé aux entreprises de n'ouvrir que 3 jours par semaine. Et donc, ça a eu pour conséquence de réduire la semaine de travail à 3 jours. Mais c'était parce qu'il fallait d'abord limiter l'usage des ressources qu'ensuite on a fait varier le travail. C'était pas d'abord pensé comme une transformation du travail en soi. Mais il y a une autre expérience en France récente de réduction du temps de travail, c'est les 35 heures sous le gouvernement Jospin entre 1997 et 2002. Et est-ce que ça, on sait si des 35 heures, il y a eu des conséquences sur le plan de la production et sur les ressources? Alors, c'est compliqué, les 35 heures, parce que entre les 35 heures avec les 39 heures RTT, entre énormément de situations professionnelles où les gens ne pointent pas, entre les forfaits jours pour une partie des travailleurs, notamment les cadres, qui en fait n'ont plus de limite de temps de travail, c'est compliqué d'avoir une approche écologique et systémique de ces conditions de travail-là. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'études sur le sujet qui pointent les conséquences environnementales à proprement parler. Il y a eu beaucoup de débats sur les gains de productivité, sur l'efficacité engendrée par la réduction du temps de travail, sur la création d'emplois. Mais par contre, l'angle écologique, on a encore du mal à l'avoir quand on analyse des transformations du travail. Et alors, sur la réduction du temps de travail, est-ce qu'il y a aussi des bénéfices liés à la transition, mais qui ne sont pas nécessairement mesurables en baisse d'émissions de gaz à effet de serre? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut penser la réduction du temps de travail et la transformation du travail, pas seulement avec l'angle climat, mais en fait avec l'angle sanitaire et social aussi, puisqu'on sait que depuis quelques décennies en France, on est dans une situation d'intensification du travail, où on augmente les charges de travail alors même que la durée du temps de travail n'a pas changé dans la loi. Donc les salariés témoignent du fait qu'ils ressentent d'avoir plus de pression au travail, plus de tâches à faire, plus de missions. Et ça a des conséquences sociales et sanitaires énormes en termes de burn-out, en termes de dégradation des conditions de travail. Et c'est aussi un aspect d'une crise écologique et sociale, en fait, puisque les conséquences sanitaires sont des conséquences écologiques sur les conditions de vie. Et donc je pense qu'il ne faut pas avoir uniquement l'angle climat et l'angle carbone, mais en fait se dire aussi que nos pratiques de travail aujourd'hui, elles font souffrir des êtres humains et qu'elles dégradent une ressource qui est aussi épuisable, qui s'appelle le travail humain. Enfin, on pourrait répondre à ça en disant, oui, mais il y a une autre solution qui existe, c'est de mécaniser plus le travail, c'est de faire plus appel à des robots pour prendre toutes ces tâches qui épuisent les corps humains et faire en sorte que le travail soit réparti plus de manière technique et technologique et moins sur les travailleuses et les travailleurs. Oui, alors ce débat sur la mécanisation, c'est vraiment un énorme débat depuis très longtemps sur les effets sur le travail ou non. Est-ce que la mécanisation remplace des emplois et lesquels? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une reconfiguration des emplois. Finalement, ça remplace certaines tâches, notamment très mécaniques, mais par contre, ça crée en amont des emplois de conception des machines et ensuite en aval des tâches de réparation
des machines. Et donc ça, c'est un débat qui a eu lieu sur tout le XXe siècle avec la mécanisation, l'automatisation. Pourtant, l'argument aujourd'hui avec l'angle climat, c'est aussi de se dire que toute machine consomme des énergies fossiles et donc que toute délégation à des machines n'est pas soutenable sur le plan matériel parce qu'il n'y a pas seulement la consommation d'énergie fossile, il y a aussi l'extraction des métaux, l'extraction des ressources en fait pour produire ces machines-là et finalement que c'est pas une solution viable pour désintensifier ce travail, d'autant plus qu'en France, on est surtout dans une économie tertiaire où le problème de l'intensification du travail, c'est énormément dans le secteur des services. C'est dans des conditions de travail de bureau. Donc là, l'automatisation, etc., ne se pose pas de la même façon que dans le secteur agricole ou de l'industrie. Mais alors justement, si on parle de l'usage des énergies fossiles, si on se dirige vers le fait d'en utiliser beaucoup moins, en fait, ce qu'ont permis les énergies fossiles pendant des années, c'est qu'on ait plus de productivité, ça nous a permis d'avoir plus de choses, plus de biens, d'aller plus loin, de se transporter plus. Si on se débarrasse progressivement des énergies fossiles, est-ce que ça ne veut pas dire, à l'inverse, qu'il faut travailler plus plutôt que travailler moins ? Oui, la mécanisation et les énergies fossiles, en fait, ça a transformé le travail, mais pas seulement en économisant, mais aussi en déplaçant le travail, en le créant ailleurs. À ce sujet, sur le cas de l'agriculture, dont on parle beaucoup en disant qu'il va nous falloir 1 million de paysans, etc., je vous recommande le livre de l'atelier paysan, Reprendre la terre aux machines, qui montre bien qu'en fait, cette transformation de l'agriculture en une agriculture productiviste, intensive, qui s'est faite en France après la Seconde Guerre mondiale, elle a certes enlevé des agriculteurs dans les champs, mais en fait, elle a créé des travailleurs dans les lobbies, dans le milieu de la pétrochimie, etc. Et donc, en fait, on ne fait que déplacer le travail. On a moins besoin de paysans, mais par contre, on a besoin de gens pour défendre le glyphosate. Enfin, quand même, les paysans, ils travaillent quand même beaucoup d'entre eux 7 jours sur 7. Ils ne sont pas trop concernés par la réduction du temps de travail. Et malgré tout, on sait qu'on va avoir besoin de plus de personnes pour travailler dans le secteur agricole et directement dans les champs, surtout si on veut une agriculture tournée vers l'agroécologie, avec des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Comment ça peut se combiner avec l'idée d'une réduction du temps de travail ? Alors ça, c'est le résultat de conditions de travail qui ont été imposées justement par cette agriculture intensive et productiviste, avec des exploitations agricoles où il y a une personne, avec des contraintes financières qui contraignent justement à travailler autant pour arriver en fait à satisfaire les exigences des différents acteurs de l'agro-industrie. Mais il y a déjà des modèles paysans qui organisent différemment le travail, par exemple en se partageant le travail sous la forme d'une coopérative au sein même d'une ferme et qui arrivent à dégager du temps pour avoir des temps de vacances, etc. Donc c'est évident qu'il faut réinventer un modèle agricole qui ne soit pas celui de l'exploitation individuelle dans l'agro-industrie tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est exactement ce que cherche à faire l'atelier paysan, par exemple. Oui, puis ensuite, il y a une part de cette controverse-là, de ce débat, qui est aussi de ce que vous disiez tout à l'heure sur ce qui est devenu le travail. C'est-à-dire le travail, c'est aussi devenu probablement beaucoup plus stressant, plus morcelé, plus précaire aussi pour un certain nombre de personnes. Et donc, il y a peut-être un certain nombre de gens qui se disent « Mais en fait, moi, mon sujet, c'est pas du tout le temps de travail, c'est plutôt la qualité au travail, qu'il s'agisse d'ailleurs de ma santé ou du rapport à l'environnement. » Donc, est-ce que ça peut pas apparaître des fois un peu à côté de la plaque, ce débat sur la réduction du temps de travail ? Oui, et c'est très intéressant de situer historiquement justement l'émergence de cette précarité dans les contrats de travail aussi, puisque dans les années 80, on parlait beaucoup de réduction du temps de travail pour, par exemple, pour compenser le chômage aussi naissant de façon plus structurelle à l'époque. Et on peut envisager que la précarisation des contrats de travail, la flexibilisation des contrats de travail soit venue comme une stratégie pour saper toute autre revendication en disant prenez des contrats pourris, c'est tout ce qu'on vous propose et c'est toujours mieux que le chômage. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il faut sortir à la fois de cette peur du chômage, de cette menace du chômage, en permettant à tous finalement des conditions de travail qui permettent d'assurer à tout le monde les besoins de base et qui sortent tout le monde de la précarité. Mais la réduction du temps de travail, c'est pas juste anecdotique et c'est pas juste pour les cadres qui s'ennuient et qui ont envie de faire du yoga le vendredi, c'est la condition aussi pour transformer le travail, pour le désintensifier et pour regagner aussi du temps de repos, en fait, tout simplement. C'est pas juste une histoire de faire du yoga le vendredi, c'est aussi vu par une partie des salariés comme
le privilège de celles et ceux qui sont bien insérés dans le marché du travail, qui ont un CDI, pas besoin d'être cadre, même si on est ouvrier mais qu'on travaille dans un grand groupe, on a des meilleures conditions que quand on enchaîne des CDD de l'intérim, qu'on est précaire, qu'on est aide à domicile avec des horaires extensifs et tout ça. Et donc, il y a aussi toute une partie des gens qui sont qui ont le rapport le plus difficile au travail, qui peinent peut-être à avoir le bénéfice déjà pour eux, alors encore moins pour l'ensemble de la société. Oui, parce que aussi on a imposé un temps de travail partiel à énormément de personnes avec des emplois du temps fragmentés. Et ça, c'est pas que le problème du capitalisme, c'est aussi ce qu'a fait l'État avec des contrats courts ou des contrats avec des horaires très fragmentés pour nettoyer les bureaux aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les grands groupes, ou bien des emplois du temps fragmentés pour les personnes qui accompagnent les enfants en situation de handicap à l'école. Et donc, c'est pour ça que cette réduction du temps de travail, elle doit passer aussi par le cadre légal, parce que sinon, ce temps de travail partiel, il reste subi et il pénalise les gens dans leurs cotisations en matière de protection sociale, notamment de retraite. Et c'est pour ça que les femmes se retrouvent avec des pensions en moyenne 40% inférieures à celles des hommes, parce qu'elles prennent des temps de travail partiel ou des pauses pendant leur carrière pour des raisons familiales. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, cette réduction du temps de travail, elle doit se faire pour tous et dans le cadre du contrat de travail classique, parce que sinon, on laissera toujours de côté les travailleurs et travailleuses à temps partiel. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que si on réduit le temps de travail, qu'on a un peu plus de temps, en fait, il y a une inégalité dans la répartition de ce temps et que, notamment, dans les inégalités de genre, les femmes se retrouvent encore plus à gérer des tâches domestiques, à faire à manger, s'occuper des enfants, etc. Et qu'en fait, ce temps libéré, il accentue des inégalités qui sont déjà existantes. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit déjà dans la répartition du télétravail, où les femmes prennent le mercredi et les hommes prennent le vendredi, parce que c'est un temps dégagé des enfants. Donc, tout à fait, l'enjeu du genre pour penser la transition écologique, il est essentiel, d'autant plus qu'il n'est pas du tout pris en compte dans les travaux de prospective qui se concentrent en fait exclusivement sur l'emploi, sur le travail marchand, formalisé, déclaré, etc. Alors que il y a toute une part de la reproduction de notre force de travail qui se passe de façon informelle ou qui se passe même par-delà la consommation de marchandises et qui échappe complètement à ces réflexions qui sont monopolisées en fait par des ingénieurs et des économistes. Je pense qu'en même temps, cette réduction du temps de travail pour tous, en contraignant aussi les hommes à réduire leur temps de travail, à prendre les congés parentaux, à prendre les mêmes temps partiels que les femmes, c'est aussi une façon d'adresser la question de la répartition des tâches domestiques au sein d'un foyer, parce que sinon, on reste dans des logiques de fait déjà inégalitaires, puisque c'est plus souvent les femmes qui prennent le temps partiel, c'est plus souvent aussi les femmes qui partent tôt, etc. Donc, contraindre tout le monde à la réduction du temps de travail, c'est au moins l'occasion de réfléchir à la répartition des tâches, parce que finalement, il n'y a plus d'échappatoire en disant j'avais une réunion à 20h. Donc, c'est aussi une réflexion collective sur cette organisation du temps de travail et ce qu'il implique sur la sphère domestique. Si on voit nos collègues pères partir très tard, on peut adresser la question de mais qui s'occupe des enfants finalement ? Et quelles sont les conséquences de notre organisation sociale sur les temps domestiques aussi ? Ça, c'était une question qu'a adressée, par exemple, la sociologue Dominique Méda en 2003 dans son livre « Le temps des femmes », où elle disait que notre organisation du travail et nos habitudes au travail ne se sont pas du tout adaptées au fait que les femmes ont massivement un emploi depuis les 30 Glorieuses et que finalement, on continue de travailler comme avant, en demandant aux femmes de prendre en charge les mêmes contraintes finalement que les hommes aux emplois, plus de gérer les tâches familiales et domestiques. Donc ça, c'est aussi un énorme débat de société sur les rythmes de travail et l'articulation avec les contraintes domestiques. Et c'est d'autant plus important dans une perspective écologique que toutes ces façons alternatives de consommer, de satisfaire nos besoins de façon plus internalisée, et pas forcément qu'à l'échelle du foyer, aussi à une échelle d'une communauté, à l'échelle d'un voisinage, etc., c'est aussi des alternatives à la consommation marchande passive. Mais si j'en reviens aux impératifs de la transition, il y a un peu cette difficulté-là. C'est-à-dire, moi, j'entends bien l'idée qu'il faut ralentir pour justement baisser la production, baisser les émissions de gaz à effet de serre. Mais d'un autre côté, pour la transition elle-même, on a aussi besoin d'accélérer. Parce qu'on rénove 60 000 logements par an, il faudra en rénover 600 000. Bon, on ne va pas faire ça en travaillant moins, non ?
Ça, c'est tout l'enjeu de savoir quel volume de travail est nécessaire ou non à la transition écologique. Et ce qui me semble difficile, c'est que souvent, on met la question du travail avant la réflexion sur la société qu'on veut. En fait, on parle des moyens, on parle du travail comme un facteur en soi, alors qu'on n'a pas dit où on allait. Et donc, on pourrait dire secteur par secteur, là, on a besoin de plus de main-d'œuvre pour des enjeux de rénovation, pour une transition de l'agriculture, etc. Mais on va aussi penser à toutes les fonctions de production dont on n'a plus besoin dans une société écologique. En fait, je pense qu'il ne faut pas raisonner toutes choses égales par ailleurs et il faut accepter qu'une transition écologique et sociale, en fait, elle ait moins besoin de certaines tâches. Et ça, c'est un peu un énorme tabou parce que personne ne veut assumer de dire qu'on veut supprimer des emplois dans la fast fashion et dans l'agro-industrie. Mais en fait, on sait très bien qu'il y a énormément de nos secteurs de production, de nos fonctions de production aujourd'hui qui ne sont pas utiles socialement, voire qui sont néfastes. Et que les gens les endossent parce qu'il faut bien trouver un emploi pour payer ses factures et cotiser à notre protection sociale. Et donc, c'est aussi pour ça que ce chômage à l'emploi, il contraint des gens à accepter n'importe quel type de boulot et qu'on n'arrive pas à remettre en cause ce statu quo du marché de l'emploi. Alors même qu'on a énormément d'idées sur les secteurs dont on pourrait un peu se passer. Je pense par exemple à une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui était de réduire les publicités, d'interdire les publicités pour les secteurs polluants. Voilà, rien que ça. Et en fait, on ne veut pas toucher à ça parce qu'il y a toujours la menace de l'emploi derrière. Quand vous parlez à la radio d'empêcher les trajets en avion entre Paris et Bordeaux parce qu'il y a un équivalent en TGV, le premier argument qu'on entend, c'est il y a 30 000 emplois en jeu. En fait, la contrainte de l'emploi nous empêche de réfléchir sur le contenu même du marché du travail et de la production. Enfin, c'est pas que la contrainte de l'emploi, c'est quand même les salariés eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens, évidemment, s'ils ont l'impression que toute cette histoire de transition, ça se joue contre eux, ils vont pas trouver ça bien. On recevait il y a quelques jours dans ce studio Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Elle racontait que les discussions avec les salariés des énergies fossiles, y compris syndiqués, y compris qui ont envie de faire la transition, c'était pas facile parce que les gens, si on leur demande entre sauver la planète ou sauver leur boulot, ils vont choisir sauver leur boulot. Parce qu'ils sont contraints de payer leurs factures, parce qu'ils sont contraints d'avoir un emploi. Après, en interne, par exemple chez Airbus, il y a énormément de travailleurs qui proposent à la direction des réorganisations de la production, de faire d'autres produits, de faire d'autres tâches. Et en fait, là, ça se heurte à la volonté de la direction de ne rien changer. Donc là, c'est sûr qu'il y a un conflit entre des travailleurs qui ont conscience de l'impact écologique de leur activité et qui proposent d'autres projets, d'autres productions en utilisant leur savoir-faire, et une direction qui ne veut rien changer. Donc ça se discute, disons, au cas par cas, ces enjeux de sensibilisation, mais il y a des cas très concrets où il y a des transformations proposées par les travailleurs, donc le frein ne vient pas de ce côté-là. Un des autres arguments dans cette discussion-là autour de la réduction du temps de travail, c'est que faire du temps qui est libéré. Et une des craintes qui peut exister, c'est de dire « Ah, mais regardez, tous ces gens, s'ils travaillent un jour de moins par semaine, ils vont plus voyager, donc ils vont plus émettre, ils vont plus consommer, donc ils vont plus émettre. Et finalement, l'impact sur les ressources ou le climat sera peut-être même négatif si les gens ne sont pas derrière leur bureau ou derrière leur établi. » Oui, alors c'est très intéressant parce que ça, c'est la traduction écologique d'un argument qu'on trouve depuis très longtemps contre la libération du temps des classes populaires notamment. Et donc, par exemple, Russell, dans l'éloge de l'oisiveté, il y a un siècle, nous disait déjà que les classes dirigeantes ne veulent pas des congés payés pour les classes populaires en disant « mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ce temps ?» Et alors maintenant, on a l'argument de ce temps va polluer. Nouvel argument, mais en fait, cette volonté de contrôle du temps libre des classes populaires, c'est vraiment une grande tendance de l'histoire sociale du capitalisme. Et maintenant, c'est cette traduction écologique. Sur ce sujet-là, on n'a pas de données. On peut faire des hypothèses, mais on n'a pas de données qui permettraient de savoir et d'affirmer qu'à l'échelle d'un pays entier, tout le monde va se mettre à prendre l'avion pour aller à Ibiza. Ça, disons que c'est une hypothèse. Et à l'inverse, l'autre hypothèse qu'on pourrait proposer, c'est de dire que 20% des Français n'ont jamais pris l'avion et qu'il y a toute une partie de la population qui pourrait utiliser ce temps pour
ses activités familiales, domestiques, pour satisfaire ses besoins de façon différente que par la production et la consommation marchande, pour récupérer du temps de vie sans être dans du temps de consommation capitaliste. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement justement à comment on occupe ce temps. Et ça, c'était un grand débat dans les années 1980, quand on réfléchissait à la réduction du temps de travail hebdomadaire. Et c'était à ce moment-là aussi où on avait une volonté d'une politique culturelle qui mette à disposition des équipements sportifs, des bibliothèques, etc. Et donc, il y a un enjeu de la force publique de dire, nous, on va proposer des alternatives au centre commercial le week-end. Oui, parce que sinon, on refait un peu tomber cette responsabilité sur les individus. C'est-à-dire que même si on vous dit, on vous donne un jour, mais attention, il faut bien se comporter ce jour-là, il faut apprendre à cuisiner, à coudre, à réparer votre vélo et surtout pas aller au supermarché, c'est un peu illusoire. Oui, tout à fait. Et c'est encore une logique de contrôle, en fait. À ce sujet, il y aurait des enquêtes à faire aussi, à la fois en demandant aux gens, si vous aviez plus de temps, qu'est-ce que vous aimeriez faire et aussi de voir effectivement ce qui se passe quand, par exemple, les gens passent à la semaine de 4 jours. Alors, il faut discuter des différentes conditions, avec réduction du temps de travail ou non, mais de voir si le premier effet, c'est vraiment de partir en week-end en avion. Et il y a aussi un enjeu de toucher à l'offre. Et donc, si on rend les vols beaucoup plus chers, parce que pour leur impact écologique, etc., il y aura une incitation financière moindre à partir en week-end toutes les 2 secondes. Alors, on en a parlé un peu rapidement. On voit qu'il y a des expérimentations qui sont menées dans certains pays ou dans certaines entreprises, parfois même dans la fonction publique, sur la réduction du temps de travail. Est-ce qu'il y a, vous, des pistes que vous avez trouvées particulièrement intéressantes à regarder ? Je dirais que la semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail est peut-être le dispositif qui est le plus discuté aujourd'hui dans l'espace médiatique et qui est intéressant parce que cette reconfiguration un peu régulière des rythmes de travail, ça peut avoir des impacts de long terme. Jusqu'alors, on avait parfois des pratiques d'annualisation du temps de travail où vous pouviez vous mettre à mi-temps pour avoir 6 mois plus intenses que d'autres, etc. Mais ça peut créer un peu une désynchronisation des rythmes de travail, alors que si on passait tous à une semaine de 4 jours et aux 32 heures, ça changerait l'organisation de la société. Je pense que l'enjeu aussi là-dessus, c'est de revenir sur le travail le dimanche, les jours fériés, etc., qui a été permis ces dernières décennies aussi pour nous proposer une consommation permanente, alors que finalement, si on savait que les supermarchés n'étaient pas ouverts le dimanche, on s'organiserait différemment et on aurait un temps qui n'est pas dédié à la consommation marchande. Donc ça implique de réfléchir à notre propre consommation du travail des autres. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant il faut baisser la consommation de travail des autres ? Comment moi, salarié, j'ai un impact sur le fait que d'autres gens travaillent plus ou moins et donc plus ou moins d'impact sur la production et la consommation ? Oui, c'est ça la division sociale du travail dans une économie marchande. C'est qu'on produit nous-mêmes et ensuite on reçoit un salaire pour consommer des marchandises. Et consommer des marchandises, des biens ou des services, c'est consommer du travail des autres. Et donc, toute la question, c'est comment je peux, moi, travailler moins dans l'emploi dans lequel je suis pour baisser l'impact écologique de ma production, de mon travail, et comment je peux aussi, sur le levier de la consommation, consommer moins du travail des autres pour économiser toute une énorme partie de la consommation qui existe aujourd'hui. Alors, il y a quelques entreprises qui ont tenté de le faire en France. On donne souvent l'exemple de l'entreprise informatique LDLC, qui est passée à la semaine de 32 heures. Mais finalement, ça reste des cas qui sont assez minoritaires. Pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises qui font ce choix-là pour des raisons à la fois de productivité, d'organisation, mais aussi, pourquoi pas, pour des raisons d'impact environnemental, qui est une question que plein d'entreprises se posent? Alors, sur le plan des entreprises, je pense que Pierre Larotourou aurait beaucoup plus d'arguments à dire là-dessus. Moi, mon angle avec la philosophie et l'histoire des idées, je dirais qu'il y a un tabou culturel, idéologique et politique autour de la réduction du temps de travail et du souhait de travailler moins, et que c'est ce tabou qui nous empêche d'en parler honnêtement aussi comme un facteur environnemental important, parce que on a besoin de rassurer les gens en disant qu'on va être actif, que votre mère ne va pas être oisive, parce que la paresse c'est mal, et donc on a toute une culpabilisation
de l'inactivité, de l'oisiveté, de la paresse, qui nous empêche de penser aussi le travail pour ses conséquences sociales et environnementales catastrophiques. Oui, mais sauf que c'est pas exactement la même chose, parce que si par exemple on disait, bon, on réduit le temps de travail, sous une forme où on donne un congé de transition aux salariés, on leur dit, bah voilà, vous avez une journée par mois ou par semaine où vous pouvez mener des actions pour la transition. Ça reste quand même d'une certaine manière une forme de contrôle de l'entreprise sur la journée ou l'activité du salarié, mais peut-être que c'est bien pour la transition. À l'inverse, si on dit, bah vous faites ce que vous voulez, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, justement, ça resterait du coup un dispositif pour les salariés en poste. Pour les salariés, d'ailleurs, qui ont une régularité dans leur contrat de travail. Donc même les salariés, par exemple, en intérim, etc., n'auraient pas le droit forcément à ce congé de transition. Ensuite, dans ce congé de transition, qu'est-ce qui rentre dedans ? Est-ce que aller faire une manifestation ou aller faire une action de sabotage ou une action extinction rébellion, ça compte dedans ou pas ? Je pense que, en effet, ça dit bien que derrière, il y a une volonté de contrôle technocratique de ce que les gens font de leur temps. Et on présuppose qu'on contrôle mieux les gens quand ils sont au boulot que quand ils n'ont pas à rendre de compte de leur temps. Et c'est là-dessus que toute la pensée libertaire, anarchiste qu'on trouve par exemple chez l'anthropologue David Graeber est très inspirante aussi, parce qu'il nous dit bien les bullshit jobs, donc ces emplois inutiles qui n'apportent pas à la production sociale, qui ne satisfont pas des besoins sociaux, mais qu'en fait les gens acceptent parce qu'il faut bien payer les factures et que parfois c'est même valorisé, on est dans un bureau, on a l'impression de faire plein de choses, etc. Ces bullshit jobs, ils visent à occuper les gens plutôt qu'à leur laisser du temps libre. Et ça, je trouve que cette intuition de David Graeber est très vraie dans la façon dont on envisage le contrôle du temps des gens. D'accord, et si on dit qu'on veut aller dans cette direction-là, alors par quel bout il faut prendre les choses ? C'est-à-dire, est-ce que ce que vous dites, c'est d'abord un conflit qui a lieu sur le lieu de travail, ou est-ce qu'en fait, c'est à la puissance publique de s'en emparer et de dire, bah voilà, en fait, il faut qu'on réorganise le travail autrement dans un cadre de transition écologique ? Oui, pour transformer le travail, c'est multifactoriel aussi. C'est des conflits sur les lieux de travail, parce que ce sont les travailleurs et les travailleuses qui savent le mieux quel est leur contenu de travail, quelles sont leurs conditions de travail parfois un peu absurdes, et qui sont à même de proposer une réorganisation plus écologique et plus sociale du travail. Mais en même temps, il y a des dispositifs légaux type la durée du travail, type l'autorisation du travail le dimanche, etc., qui ont un impact sur la société entière d'un coup, en fait. Donc, d'une certaine façon, les deux ne s'opposent pas et c'est des enjeux complémentaires. Donc, on pourrait dire que c'est à la fois à chacun et à chacune sur les lieux de travail de réfléchir à la réorganisation écologique de son travail. En tant que consommateur aussi, de se demander si telle consommation du travail des autres, elle est vraiment nécessaire ou pas, ou si on n'est pas en fait en train de gâcher du travail humain, de gâcher des produits dont en fait on pourrait se passer. Et je pense que l'un des exemples qui revient souvent, c'est le cas des démarcheurs téléphoniques qui nous appellent pour nous vendre des fenêtres qu'on n'a pas désirées, qu'on n'a pas demandées, et où en fait ils se font rembarrer au bout de 2 secondes. Et dans ces centres-là, il y a à la fois des conditions de travail terribles, un contrôle aussi de ce qui est dit au téléphone, une intensification du travail, et alors même que ça ne satisfait aucun besoin et que c'est pénible du côté de l'usager. Alors, on a eu toute cette discussion tout en sachant que c'est pas exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire on n'est pas vraiment en train de réduire le temps de travail à des fins de transition écologique et climatique. Qu'est-ce qui, malgré tout, vous donne de l'espoir que c'est possible qu'on aille dans la bonne direction ? Parce que je pense que en bas, au quotidien, il y a ce désir de travailler moins intensément, de travailler moins, de regagner du temps de vie. Et ça, c'est peut-être un truc qui s'exprime plus et plus facilement, notamment depuis la crise sanitaire, avec une réflexion en fait sur ce qu'on fait de nos vies et sur les activités auxquelles on a envie de dédier du temps. Et de se rappeler que notre temps de vie, c'est notre ressource la plus précieuse et que notre propre énergie n'est pas inépuisable. Alors justement, je ne veux pas vous laisser repartir avant de vous demander comment vous vivez ces questions-là à un niveau plus personnel. Et d'abord, je suis quand même obligé de vous demander si vous, justement, votre temps de vie, vous arrivez à l'organiser sans que le travail ne vous prenne toute la place.
Oui, je pense que c'est une question que je me pose depuis longtemps et aussi cette question du contenu même du travail et de ce que j'ai envie de faire dans mon travail, cet enjeu de l'utilité sociale de mon emploi. Et donc peut-être que là, le changement que j'ai fait récemment, c'est de choisir d'aller explicitement sur les questions de transition écologique et de transmission de l'écologie dans le cadre de l'enseignement. Donc je pense que la première chose à laquelle on peut tous réfléchir, c'est au contenu de notre travail et à changer d'emploi si ça nous est possible. Première dimension. L'autre dimension, puisque dans la société capitaliste, nous sommes des producteurs-consommateurs, c'est de changer notre consommation du travail des autres, de changer de type de consommation, par exemple en sortant de la consommation marchande classique. Et donc à titre personnel, moi je suis dans une coopérative de consommateurs qui s'appelle COP14, dans le 14e arrondissement de Paris. Il y en a plusieurs en Île-de-France, vous pouvez regarder près de chez vous. Et les coopératives, aussi bien de travail que de consommation, sont une réelle alternative à l'économie capitaliste. Et vous, dans d'autres domaines, je pense par exemple à l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait évoluer ? Oui, toute la question de l'autoproduction et d'un réinvestissement du travail domestique sur certaines tâches, parce que là, on a parlé de la production et de la consommation, mais finalement, tout l'enjeu, c'est comment on satisfait nos besoins en dehors d'une économie capitaliste. Toute la réflexion sur la subsistance, sur reprendre du pouvoir sur nos besoins, qu'on trouve par exemple dans l'écoféminisme, et donc en conseil de lecture, je vous suggère Geneviève Prévost, Quotidien politique. Et donc, moi, je fais beaucoup de choses moi-même, et en évitant de passer par des produits ultra transformés, etc. Et notamment, je suis une grande fan de lactofermentation. Ça, mes collègues le savent. Donc, renseignez-vous sur ce sujet. C'est une façon de conserver des aliments en économisant de l'énergie. C'est super bon pour la santé, etc. Ça permet de revaloriser nos produits sans pesticides, parce qu'il ne faut pas faire lactofermenter des légumes avec des pesticides. Bref. En tout cas, envisager une autre consommation et réapprendre à faire les choses par soi-même, ça c'est vraiment un leitmotiv des années 70 d'André Gors, d'Ivan Illich, que j'ai étudié pour ma thèse. Il faut se réapproprier les savoirs des choses. Qu'est-ce qui, sur ces sujets-là, vous énerve, vous fait dresser les cheveux sur la tête, quelque chose dont vous dites, ça devrait plus exister, une pratique, une expression, un truc vous dites, ça vraiment j'en peux plus? Toute cette logique d'externalisation des services qui est en fait dans le cœur de la stratégie du développement des secteurs des services, où on valorise le fait de faire venir une femme de ménage pour prendre en charge nos tâches domestiques à notre place, alors qu'en fait toutes ces tâches on pourrait les réaliser par nous-mêmes si on avait le temps de le faire. Donc je pense que c'est aussi une façon de ne pas consommer du travail des autres, et donc à l'inverse, tous les discours des gouvernements qui visent à créer de l'emploi dans le secteur des services me semblent contre-productifs, et en plus ne pas poser les vraies questions de redistribution du travail et de redistribution des richesses à l'échelle du pays. Merci Céline Marty. Merci. J'ai retenu beaucoup de choses de cette discussion avec Céline Marty. Je dois dire que j'arrivais avec un peu de scepticisme en ne voyant pas très bien quel était le lien réel entre le climat et réduire le temps de travail. Et ça, c'est le premier élément qui me reste en tête. En fait, le travail et l'emploi, ça occupe tellement de place dans nos vies que réfléchir à la transition climatique sans mettre le travail au premier plan, c'est nul. Que l'on soit favorable ou non à la réduction du temps de travail, il faut bien admettre que la transition a de grandes chances d'avoir un impact non seulement sur le contenu du travail de beaucoup de gens, mais aussi sur son organisation. Comment veut-on produire? Que veut-on consommer? Comment veut-on occuper nos journées? Tout ça, c'est quand même des questions qui sont assez fondamentales. Et il me semble que la réponse n'est pas forcément ou de manière systématique « il faut travailler plus » ou « il faut travailler moins », mais que cela implique plutôt une réflexion plus profonde sur la place du travail dans nos vies, de la production et de la consommation. Et d'ailleurs, on va y revenir bientôt dans un épisode de Chaleur humaine sur le travail et le climat, et je crois qu'on n'a pas fini d'en parler. Le deuxième point que je retiens et qui compte dans ce débat, c'est qu'en fait, on manque de données complètes. Céline Marty l'explique bien. On a fait les 35 heures il n'y a pas si longtemps, et en fait, personne n'a l'air de savoir si ça a eu le moindre impact sur nos émissions de gaz à effet de serre, sur le vivant, sur notre manière de consommer au global. Surtout, je me rends compte que ça ne serait pas suffisant de simplement baisser le temps de travail, si à côté on ne propose pas collectivement des possibilités de faire des activités ou d'apprendre des choses chouettes qui permettent de vivre ensemble sans être tourné forcément vers plus de consommation.
En cela, l'idée de Céline Marty de dire qu'on pourrait assez facilement renoncer aux ouvertures d'un certain nombre de magasins le dimanche ou pendant les jours fériés, c'est une manière assez concrète de prendre les choses et d'occuper notre temps collectivement, autrement. La troisième chose, c'est cette idée encore un peu confuse pour moi, mais très intéressante, de réfléchir aux humains comme une ressource. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Avec l'idée que si on veut préserver les ressources sur la planète, en fait, il n'y a pas que ce qui est à l'intérieur de la croûte terrestre, et il y a ce qui est au-dessus. Et ça, c'est nous. Et ça veut dire préserver notre capacité d'action dans le futur. Ne pas s'épuiser au travail, c'est aussi garder des forces pour plus tard. Et ne pas épuiser les autres au travail, en essayant de ne pas les solliciter quand on n'en a pas vraiment besoin, en fait, c'est aussi permettre à tout le monde d'avoir un travail de meilleure qualité, et donc une meilleure vie dans la transition. Un dernier point peut-être. Je ne sais pas vous, mais moi, cette conversation, ça m'a amené à me demander ce que je ferais si j'avais plus de temps libre, libéré du travail. Comme j'ai des enfants petits, évidemment, ma première réponse, c'est de dire « je voudrais dormir plus ». Mais peut-être qu'en fait, je prendrais des cours de danse, j'irais plus à la piscine avec mes enfants, je cuisinerais plus, j'apprendrais enfin à réparer des vélos. Je suis pas sûr que tout ça soit vraiment bénéfique à la transition, mais après tout, pourquoi pas ? Je suis curieux de savoir ce que vous en feriez de ce temps et comment vous pensez qu'il pourrait servir à la transition climatique ou pas. Comme toujours, je suis ravi de recevoir vos idées à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr et par message vocal sur WhatsApp, Signal ou Telegram au 06 99 89 79 82 06 99 89 79 82. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de la saison 6 de Chaleur Humaine, un épisode produit par Cécile Cazenave avec Adèle Ponticelli, réalisé par Solène Moulin. La musique originale est toujours celle d'Amandine Robillard. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui va changer un tout petit peu dans la forme. La saison va durer bien plus que 10 épisodes et elle va s'étaler sur toute l'année, mais ils seront publiés tous les 15 jours, toujours le mardi. Ce n'est pas pour s'appliquer déjà une discrète réduction du temps de travail, ne le dites pas à mon employeur, mais plutôt pour pouvoir se consacrer à d'autres projets pour Chaleur Humaine. D'ailleurs, le premier d'entre eux est un événement auquel vous êtes les bienvenus. Le premier festival des idées Chaleur Humaine aura lieu à Paris le 14 décembre 2024 au Théâtre de la Ville, avec une dizaine d'invités du podcast qui viendront proposer des idées et des solutions pour réussir la transition. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site du Monde, rubrique Atelier ou via l'infolettre Chaleur Humaine. Laquelle infolettre est toujours gratuite et j'y réponds chaque semaine à des questions sur la transition climatique. Ça aussi, c'est toujours le mardi. Et Chaleur Humaine existe aussi en livre aux éditions du Seuil. Vous pouvez encore le trouver dans toutes les bonnes librairies. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie de travailler 2 fois moins pour ne pas émettre plus, ou au contraire vous a convaincu de mettre les bouchées doubles pour la transition, ou bien peut-être les deux à la fois. Ça, c'est la conclusion que je tire moi et c'est pas toujours évident. Comme toujours, vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et votre recette de hummus à la coriandre à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Et si vous en avez marre des emails, vous pouvez m'écrire par courrier au journal Le Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre application favorite, vous pouvez le partager à vos amis ou ajouter des commentaires et des étoiles. Et si vous êtes encore là, j'en profite pour vous partager une recette libanaise en cette période où le pays dans lequel je suis né vit une période vraiment pas facile. C'est un plat qui se mange au Liban et dans tout le Proche-Orient au petit déjeuner, mais moi, en fait, j'en mange toute la journée. Ça s'appelle du foul, un mélange de fèves brunes et de pois chiches. C'est très simple, on fait tremper 400 grammes de fèves pendant la nuit et 200 grammes de pois chiches, ça vous dosez selon le goût. Le lendemain, vous les faites cuire pendant une bonne heure dans 2 casseroles différentes, sans ajouter de sel, c'est important. La consistance à la fin doit être un peu pâteuse. À côté, vous faites revenir 2 oignons, 3 ou 4 gousses d'ail. Ensuite, vous égouttez bien les légumes secs qui sont plus si secs. Et là, vous ajoutez le jus de 2 ou 3 citrons, quelques cuillères d'huile d'olive, du sel, du poivre, les oignons et l'ail. Et ça se mange avec à côté des légumes crus, souvent du concombre ou des pickles, du persil et de la menthe, tout ça dans du pain libanais. On peut aussi ajouter à côté du fromage de brebis. Merci de tout cœur d'être de retour et d'écouter Chaleur Humaine. Et bravo, non vraiment bravo d'être resté jusque-là, jusqu'à la fin. À bientôt.